Bienvenue à nouveau dans cet espace où sagesse ancestrale et sciences modernes se rencontrent pour vous aider à prospérer après 60 ans. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect souvent négligé, un rituel nocturne qui peut avoir un impact profond sur le cerveau. Pour cela, nous avons invité un invité très spécial qui, en vérité, ne l'est plus tant que ça, puisqu'il revient constamment parmi nous. Il s'agit du médecin en exercice le plus âgé du Japon, le docteur Shigeyaki Hinohara. Âgé de plus de 100 ans, toujours alerte, véritable trésor national au Japon, il est ici pour partager une habitude nocturne qui pourrait vous aider à préserver votre clarté mentale, surtout après 60 ans. Bienvenue à nouveau, docteur Shigeyaki Hinohara. Docteur, merci de nous rejoindre. Je sais que vous êtes convaincu que la manière dont nous terminons notre journée conditionne notre fonctionnement du lendemain. Alors, dites-nous, quelle est la chose que les plus de 60 ans ne doivent jamais oublier avant de se coucher? Merci de m'accueillir. Et oui, le cerveau ne s'éteint pas quand nous dormons. En réalité, il devient plus actif, mais d'une façon très spécifique. Pendant que le corps se repose, le cerveau engage un processus extrêmement complexe. Il trie les expériences de la journée, organise les souvenirs, élimine les toxines et restaure ses connexions neuronales. Mais tout cela repose sur un facteur essentiel, la préparation. Il faut offrir au cerveau l'environnement et les matériaux dont il a besoin pour accomplir son travail. Si vous allez dormir sans lui fournir cela, vous ne sautez pas seulement une étape, vous privez littéralement votre cerveau de sa capacité à se régénérer. Et nuit après nuit, cette négligence s'accumule. Elle engendre des matins brumeux, des oublis fréquents et une fatigue mentale qu'aucun café ne peut compenser. Vous ne devez jamais vous coucher sans avoir préparé votre cerveau à guérir. Cette préparation est simple mais essentielle. Priver le cerveau? C'est un mot fort, et ce n'est certainement pas ce qu'on nous enseigne en Occident. La plupart d'entre nous associent la privation à la faim physique, mais ce que vous décrivez est bien plus subtil et bien plus dangereux. Il s'agit ici de refuser au cerveau les matériaux dont il a besoin pour se régénérer, en particulier pendant cette phase nocturne si cruciale pour la réparation. Je me souviens de mon propre grand-père qui, bien que vif d'esprit toute sa vie, s'est soudainement mis à oublier des prénoms, à égarer des objets, et personne n'a pensé à se demander ce qu'il mangeait le soir, ou s'il mangeait tout court. Comment cette négligence nocturne se traduit-elle concrètement par un déclin cognitif? Pensez au cerveau comme à une bibliothèque. Il classe les nouveaux livres, répare les anciens et époussette les étagères pendant que vous dormez. Mais pour accomplir tout ce travail, le bibliothécaire a besoin de lumière, d'outils, d'énergie. Si vous privez le système, pas de nutriments, pas de signaux de sécurité, alors, au lieu de classer, le cerveau passe en mode urgence. Il saute le travail de fond et essaie simplement de survivre à la nuit. Permettez-moi de vous donner un exemple. J'ai eu un patient, Monsieur Yamamoto, âgé de 74 ans, ancien directeur d'école, un homme très discipliné. Il est venu me voir pour me parler d'oublis persistants. Pas de la démence, mais des petits oublis. Les noms, les clés, entrer dans une pièce et ne plus se souvenir pourquoi. Il m'a confié qu'il avait cessé de manger après 18 heures, suivant des conseils occidentaux pour perdre du poids. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que son cerveau, surtout à cet âge, entrait alors dans un jeûne de 8 heures, sans soutien, sans protéines, sans nutriments apaisants, juste du sommeil et du stress. Je lui ai proposé un petit rituel, un simple bouillon chaud de tofu avant le coucher, quelques étirements et une respiration profonde. En quelques semaines, sa clarté matinale est revenue. Il pouvait se concentrer plus longtemps, se souvenait mieux, et sa femme m'a dit qu'il semblait davantage présent. Voilà ce que j'entends par affamer le cerveau. Ce n'est pas seulement la faim dans le ventre, c'est une faim du système nerveux, une faim de soutien, de rythme, de force tranquille. Donc, il ne s'agit pas simplement d'une collation,
Il s'agit d'un signal, d'un message envoyé au cerveau qui dit « Tu es en sécurité maintenant. Il est temps de restaurer ». C'est comme tamiser les lumières à la fin d'un concert, un moyen de dire au cerveau que le spectacle est terminé et que le nettoyage, la remise à zéro, peut commencer. La guérison. Et si ce signal ne vient pas, le cerveau ne se détend pas. Il reste sur ses gardes, il scrute, il conserve de l'énergie au lieu de reconstruire. Oui, au Japon, nous considérons que la nourriture du soir est un enseignement. Mais plus encore, c'est tout le rituel qui constitue un signal. La douceur de la lumière, la lenteur de la respiration, le rythme d'une routine modeste, ce sont des repères qui parlent au système limbique du cerveau, la zone responsable de la régulation émotionnelle, de la mémoire et de la survie. Sans ces signaux, le cerveau reste en mode vigilance. Il reste à moitié éveillé, à moitié défensif, et souvent, cela vous réveille à 2 ou 3 heures du matin, confus et non reposé. La science le confirme. Des études montrent que des rituels réguliers avant le coucher font baisser le cortisol, stabilisent la variabilité de la fréquence cardiaque et stimulent l'activité parasympathique, autant d'éléments qui créent un environnement idéal pour la consolidation de la mémoire et la réparation neurologique. Analysons cela de plus près, car beaucoup de personnes âgées aux États-Unis entendent qu'il ne faut pas manger le soir. Mais ce que vous dites, ce n'est pas qu'il faut sauter le repas, c'est qu'il faut choisir le bon type de nourriture. Exactement. Après 60 ans, le cerveau devient plus sensible, le flux sanguin ralentit, les hormones changent, et surtout, le corps entre plus rapidement dans une phase de catabolisme. Cela signifie qu'il commence à décomposer les tissus, y compris les tissus cérébraux, pour en tirer de l'énergie pendant les périodes de jeûne. Alors, que se passe-t-il si vous vous couchez le ventre vide? Le cerveau se dit « Nous n'avons plus de carburant » et au lieu de guérir, il se protège. Au lieu de stocker des souvenirs, il conserve son énergie. Nuit après nuit, ce schéma épuise votre vivacité mentale. Vous ne le sentez pas tout de suite, mais avec le temps, cela devient votre nouvelle normalité. C'est fascinant. Alors, de quel type de carburant parlons-nous ici? Que devrait manger une personne de plus de 60 ans avant de dormir pour protéger son cerveau? Et le rituel, est-ce simplement une petite collation? Ou y a-t-il autre chose? À quoi ressemble un rituel nocturne vraiment holistique, inspiré du Japon, un rituel qui nourrit non seulement le corps, mais aussi le cœur et l'esprit? Pensez-y comme à un message chaleureux adressé au cerveau. Protéines légères, minéraux apaisants, énergie douce. Au Japon, cela pourrait être un petit bol de bouillon chaud de miso avec du tofu. Le miso soutient l'intestin. Le tofu fournit des acides aminés essentiels pour le cerveau. La chaleur apaise le système nerveux. Une autre bonne option, un œuf mollet avec des légumes verts cuits à la vapeur ou un peu de poisson blanc cuit avec du gingembre. Rien de lourd, rien de froid, seulement quelque chose de propre, chaud et facile à digérer. Il faut éviter les sucres, les aliments froids ou tout ce qui est transformé. Ces aliments perturbent le rythme naturel du corps. Cela a tellement de sens et ça me fait vraiment réfléchir sur le nombre de personnes âgées qui ne considèrent même pas cela comme une option. Mais vous avez mentionné qu'il y avait plus que la nourriture, quelque chose qui va au-delà. Oui, j'allais justement y venir. L'approche japonaise repose sur ce que nous appelons Shin-Shin Ichi-Nyo, l'unité de l'esprit et du corps. Le rituel ne s'arrête donc pas à la cuisine. Nous encourageons à créer un environnement de paix totale. Cela signifie éteindre tous les écrans au moins 30 minutes avant de dormir. La lumière bleue perturbe la production de mélatonine et maintient le cerveau en mode jour. À la place, nous pouvons allumer une bougie ou ouvrir une fenêtre pour faire entrer de l'air frais. Nous ralentissons le rythme de la maison. Même lire un livre physique, particulièrement quelque chose de poétique ou spirituel, peut doucement préparer l'esprit au repos.
Et vous combinez cela avec des techniques de respiration, n'est-ce pas? Oui, la respiration est également essentielle. Nous pratiquons la respiration hara, de lentes inspirations profondes jusqu'au ventre, avec une expiration plus longue que l'inspiration. 5 minutes suffisent pour activer le système nerveux parasympathique, réduire le cortisol et ralentir le rythme cardiaque. Le message envoyé au cerveau est limpide. Il est temps de relâcher. Ajoutez à cela une tisane apaisante ou même la rédaction d'une courte liste de gratitude et vous créez une véritable expérience sensorielle, une atmosphère qui guide doucement le cerveau vers son mode nocturne de réparation. J'adore ça. Une liste de gratitude. La gratitude. C'est un mot si simple, mais la science qui la soutient est immense. Des études montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude dorment mieux, ressentent moins de dépression et ont même une meilleure mémoire. C'est presque comme si reconnaître le bien dans sa vie déclenchait une cascade chimique qui aide le cerveau à lâcher prise, à se réinitialiser et à se restaurer plus profondément. Exactement. Ce n'est pas seulement une philosophie. Une étude publiée dans la revue Applied Psychology, Health and Wellbeing a révélé que les personnes qui notaient 3 choses pour lesquelles elles étaient reconnaissantes avant de se coucher dormaient plus longtemps et se sentaient plus reposées. Une autre étude, menée par l'Université de Californie à Davis, a montré qu'une pratique régulière de la gratitude était liée à une meilleure qualité de sommeil, une pression artérielle plus basse et même une fonction immunitaire renforcée. La gratitude réduit la perception du danger par le cerveau. Elle active des zones du cortex préfrontal associées à la régulation émotionnelle et au calme. Donc ce n'est pas qu'un sentiment, c'est un véritable remède. Vous avez également mentionné le rythme à plusieurs reprises. Pouvez-vous expliquer pourquoi le timing compte autant, voire plus que les nutriments eux-mêmes? Parce que le cerveau fonctionne par cycles, et ces cycles sont réglés par la lumière, le son et la nourriture. Si vous mangez de façon irrégulière, si vous dormez de façon irrégulière et si vous vous surstimulez avant de vous coucher, votre cerveau reste en alerte. Mais lorsque vous mangez à heure fixe, que vous vous étirez doucement et que vous respirez profondément, votre corps reçoit un message. Il est temps de se restaurer. Cela nous amène au mouvement. Je sais que vous ne recommandez pas uniquement l'alimentation, mais aussi un rituel physique. À quoi cela devrait-il ressembler? Oui, avant de nourrir, il faut bouger. Mais pas faire de l'exercice, pas se stresser. Je parle de mouvements doux, conscients. 5 minutes suffisent. Commencez par des rotations du cou, puis des cercles d'épaules, une flexion vers l'avant, et enfin, asseyez-vous pour respirer. Chaque mouvement doit être une invitation à lâcher prise. Pourquoi cela fonctionne-t-il? C'est simple, le mouvement doux augmente la circulation sanguine, il calme le système nerveux sympathique, il ouvre la voie à la réparation, et lorsque vous suivez cela par une alimentation adaptée, le cerveau l'absorbe comme une éponge. Vous donnez à votre esprit ce dont il a besoin pour nettoyer, stocker et reconstruire. Donc, la séquence est cruciale. Le mouvement, puis la nourriture. Pas l'inverse? Exactement. Le mouvement prépare la scène, la nourriture est l'offrande. Ensemble, ils disent à votre cerveau, la journée est terminée, commence la guérison. Et qu'en est-il des personnes qui disent qu'elles ne peuvent pas manger le soir, que cela leur provoque des brûlures d'estomac ou perturbe leur sommeil? Cela signifie souvent que le repas est inadapté ou mal rythmé. Un grand repas tard dans la nuit peut en effet nuire, mais une petite portion chaude et liquide est réparatrice. Si la digestion est faible, des aliments fermentés comme le miso ou une petite cuillerée de prunes salées umeboshi peuvent aider. Ces aliments soutiennent l'intestin et l'intestin contrôle la chimie du cerveau. Et comment cette habitude soutient-elle la mémoire précisément? Car c'est une inquiétude majeure chez de nombreuses personnes de plus de 60 ans.
Elles craignent de perdre leur vivacité d'esprit. J'entends ça constamment, je ne me souviens plus où j'ai mis mes lunettes, ou j'oublie plus de noms qu'avant. Cela engendre de la peur, une sensation que quelque chose d'irréversible est en train de se produire. Mais votre approche suggère que la mémoire ne disparaît pas simplement. C'est quelque chose que nous pouvons nourrir et protéger activement. La mémoire se construit pendant le sommeil, mais pas n'importe quel sommeil. Il faut un sommeil profond, stable. Et cela n'arrive que si votre glycémie, vos niveaux de stress et votre chimie cérébrale sont équilibrés. Le rituel nocturne dont nous parlons permet justement cela. Il stabilise la glycémie, il réduit le cortisol, il soutient les neurotransmetteurs comme la sérotonine et le GABA, qui favorisent la détente et la consolidation de la mémoire. Cela change totalement notre vision du vieillissement. Nous croyons que la perte de mémoire est automatique, mais vous dites que c'est souvent juste une forme de malnutrition. Oui, le cerveau n'est pas fragile, il a faim, il a soif, il est rythmé. Et quand nous oublions cela, nous vieillissons plus vite que nécessaire. Mais lorsque nous le nourrissons correctement, que nous bougeons avec douceur et que nous dormons profondément, même à 90 ans, l'esprit peut rester clair. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Et les boissons? Y en a-t-il que vous recommandez? Ou d'autres à éviter? Évitez tout ce qui est froid, sucré ou contenant de la caféine. Pas de soda, pas d'alcool, pas de thé vert tard le soir. À la place, sirotez quelque chose de chaud et d'apaisant. Une tisane à la camomille, un peu d'eau d'orge tiède ou du lait doré, curcuma avec du poivre noir dans du lait d'amande. Ces boissons calment l'intestin et préparent le cerveau. Et pour quelqu'un qui voudrait commencer ce rituel dès ce soir, quelle serait la routine la plus simple pour débuter? Faites bouillir de l'eau, ajoutez une cuillerée de miso, quelques tranches de tofu tendre, asseyez-vous, respirez, buvez lentement. Ensuite, étirez-vous 5 minutes. Faites rouler les épaules, laissez tomber la tête vers l'avant, touchez vos orteils et dites intérieurement « Je prépare mon esprit à la clarté ». Puis notez 3 petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si ce n'est que des chaussettes chaudes, un bon livre ou le sourire de quelqu'un. Ce geste silencieux scelle la journée dans la paix et aide l'esprit à stocker les bons souvenirs. C'est une manière de dire au cerveau « Je choisis de me reposer dans l'abondance, pas dans l'inquiétude ». C'est beau et simple, ce qui le rend réalisable. Je pense que beaucoup de nos auditeurs se sentent submergés par les conseils en matière de santé, mais cela semble doux, comme une offrande à soi-même. C'est cela la clé. Bien vieillir ne relève pas de la force. C'est une question de rythme, de constance, de force tranquille. Docteur, je tiens à vous remercier pour ce partage. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une invitation à conclure la journée avec intention et à offrir au cerveau ce dont il a vraiment besoin, pas ce que nous supposons qu'il lui faut. Oui, et à tous ceux qui nous écoutent, je laisse ceci. La mémoire ne s'efface pas avec l'âge, elle s'efface avec la négligence. Avant de dormir, souvenez-vous de votre esprit, nourrissez-le, apaisez-le, et il se souviendra de vous. Comme toujours, des paroles sages pour conclure cette session. Chers auditeurs, nous vous remercions. Et si vous nous appréciez également, n'hésitez pas à vous abonner.